Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Au Mali, un hommage a été rendu au casque bleu chinois tué il y a une semaine à Gao dans une attaque revendiquée par AQMI, hommage au siège de la MINUSMA à Bamako. Le patron de la force promet un renforcement de la sécurité de ses troupes. Au Burkina Faso, la famille de Thomas Sankara réclame toujours justice. Elle veut de nouveaux tests ADN sur sa dépouille présumée, les premiers n'ayant rien donné. Ses proches ne veulent pas baisser les bras près de 30 ans après la mort du père de la Révolution. Vous entendrez l'avocat de la famille, Benewende Sankara. Une école du cœur en RDC, elle se déplace à l'hôpital pour enseigner aux enfants malades, un projet fondé par une ancienne patiente qui a elle-même bénéficié de ses services. 3 écoles de ce type ont déjà vu le jour à Kinshasa. Un hommage solennel aux soldats de l'ONU chinois tués le 31 mai dernier dans le nord du Mali. Il s'est tenu à Bamako, la capitale malienne. Le patron de la MINUSMA a promis de renforcer la sécurité de ces soldats. Écoutez les précisions à Bamako de François Riouet. Plus de moyens, plus de sécurité aussi pour les casques bleus en opération au Mali. C'est ce qu'a promis Mahamat Saleh Anadif, le chef de la MINUSMA. C'était ce matin lors de la cérémonie d'hommage aux casques bleus chinois qui a été tué à Gao dans une attaque revendiquée depuis par le groupe Al-Mourabitoun. Et attaque qui a fait, selon le dernier bilan donné par la MINUSMA, 2 morts, dont un expert français qui était sous contrat avec les Nations Unies, qui a fait aussi 15 blessés. Le chef des casques bleus au Mali reprend en fait des recommandations qui ont été faites dès le lendemain de cette attaque par Ban Ki-moon depuis New York. 2500 hommes, des hélicoptères ou encore des unités médicales d'urgence pourraient donc venir renforcer le prochain mandat de la MINUSMA. C'est ce que recommande le secrétaire général des Nations Unies. Recommandations qui seront soumises à un vote le 29 juin prochain au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. En Libye, 117 migrants, dont 6 femmes enceintes, ont été interceptés au large des côtes, à 60 km environ, à l'est de Tripoli, la capitale. Face au drame à répétition en Méditerranée et pour freiner l'arrivée de ces migrants en Europe, la Commission européenne promet des investissements jusqu'à plus de 60 milliards d'euros aux pays africains qui coopèrent. Le but est de financer des projets concrets dans des pays ciblés. Écoutez le vice-président de la Commission. Nous proposons de lancer tout d'abord Compact dans un nombre limité de pays prioritaires, la Jordanie, le Liban, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Mali et l'Éthiopie. Nous allons aussi renforcer notre partenariat avec la Tunisie et la Libye. Au Burkina Faso, la famille de Thomas Sankara demande une contre-expertise ADN sur la dépouille présumée de Sankara. L'enquête sur la mort du père de la révolution burkinabé, tué lors du putsch qui a porté le président Blaise Compaoré au pouvoir en 87, a été relancée il y a un peu plus d'1 an. Les premières expertises indiquaient que les ADN n'étaient pas détectables et ne permettaient donc pas d'identifier à coup sûr les victimes, ce qui ne satisfait pas la famille Sankara. Écoutez son avocat. Ce dossier du président Thomas Sankara, ça fait 20 ans que nous le poursuivons devant les juridictions. Ça fait 20 ans bientôt. Et que Thomas Sankara a été assassiné il y a à peine 30 ans. Si on n'a pas baissé les bras durant tout ce temps, ce n'est pas maintenant qu'on va baisser les bras. Et nous ne voulons pas être comptables de la moindre virgule qui manquerait où on dira oui, il y a vice de forme. Ça, on ne le souhaite pas du tout. On a déjà, de par le passé, avec le régime de fin de Blaise Compaoré, on en a suffisamment souffert qu'aujourd'hui, nous souhaitons que la justice joue vraiment tout son crédit, toute son indépendance pour dire le droit, dire la vérité, parce que les Burkinabés sont extrêmement attachés à l'affaire Thomas Sankara, de laquelle ils veulent vérité, rien que la vérité. Au Burundi, on l'a appris aujourd'hui, 6 des 11 lycéens incarcérés pour avoir gribouillé une photo du chef de l'État dans un manuel scolaire ont été remis en liberté provisoire. Et les 6 lycéens étaient mineurs, mais les 5 autres qui sont majeurs restent détenus. Ils sont inculpés d'atteinte à l'honneur du chef de l'État. Et puis à noter sur le Burundi que le médiateur tanzanien, l'ex-président Benjamin Mkapa, se rend à Bruxelles jeudi et vendredi pour rencontrer le Sénarel, l'opposition en exil, afin de tenter de trouver une issue de sortie de crise. Autre réunion à Bruxelles, demain mercredi, l'opposition congolaise organise des discussions autour d'Étienne Tshisekedi, au cœur des débats, notamment l'élection présidentielle qui risque d'être reportée dans ce pays. En RDC toujours, le système éducatif est à la peine. Une association financée par une ONG suédoise et une société de télécommunications a décidé de venir en aide aux enfants déscolarisés en raison de longs séjours à l'hôpital. Le récit de Ben Barnier. Un rêve devenu réalité. Permettre à des enfants malades d'accéder à l'enseignement.
Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas aller à l'école, c'est donc l'école qui vient à eux. Naomi Kuseyou-Collin, fondatrice du projet École du Cœur, a elle-même bénéficié des cours dispensés dans un hôpital belge où elle a séjourné de 2003 à 2004. Pourquoi l'école du cœur? Parce que nous apprenons avec notre cœur. Et nous ne demandons rien en retour. C'est ça, c'est pour ça que je l'ai appelé. J'ai voulu l'appeler les écoles du cœur. Naomi Kuseyou-Collin a déjà ouvert 3 écoles du cœur en RDC, financées grâce à une bourse de 70 000 € qui soutient les projets d'entrepreneuriat social. L'enseignement y est gratuit et les structures adaptées aux besoins des enfants malades. Nos enseignants savent, et souvent quand on fait des petites réunions de formation, on leur apprend comment vous devez appréhender l'arrivée d'un enfant. Parce que cet enfant est malade, il faut faire très attention. Parce qu'ils savent, avec le cœur, que cet enfant, il ne se sent pas bien, je peux peut-être lui donner tel exercice, etc., etc. Pour les enfants, l'apport de ces écoles est autant pédagogique que psychologique. Mon fils avait un problème qu'il ne pouvait pas se tenir debout, lui seul. Alors il était un peu fatigant, alité. Et il fallait que vous soyez là pour voir comment l'enfant est très joyeux, empressé de venir à l'école. Contrairement à son école d'habitude. Malgré l'apport des écoles du cœur, le chantier reste vaste. Beaucoup de structures médicales sont vétustes et un enfant congolais sur 20 n'est pas scolarisé. L'actualité en bref dans le reste du continent. Un référendum constitutionnel en septembre ou octobre en Côte d'Ivoire. C'est le calendrier proposé par le président Ouattara lors d'une consultation avec l'opposition. Les législatives auraient lieu dans la foulée en novembre ou décembre. Le changement de constitution porterait notamment sur la suppression d'un article controversé sur l'ivoirité, à la base d'une décennie de violence dans le pays. La création d'un poste de vice-président est également à l'étude. On connaît la date de la présidentielle au Gabon. Elle aura lieu le 27 août face au président Ali Bongo qui brigue un deuxième septennat. Au moins 3 candidats déclarés: Ginzou Bandama, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Casimiro Yemba, ancien Premier ministre, et Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, tous d'anciens caciques du régime. Les manifestations de l'opposition contre la commission électorale sont désormais interdites au Kenya. Une décision du ministère de l'Intérieur au lendemain de nouvelles manifestations qui se sont soldées par la mort de 2 personnes à Kisumu, dans l'ouest du pays. Et puis au Malawi, Amnesty International dénonce dans un rapport une vague sans précédent d'attaques brutales contre les personnes albinos, visant y compris de très jeunes enfants. Depuis 2014, 18 assassinats et 5 enlèvements. Le mois d'avril 2016 a été le mois le plus sanglant avec 4 assassinats. Les os des albinos seraient vendus à des guérisseurs traditionnels au Malawi et au Mozambique pour concocter des potions magiques. Le Nigeria fait danser tout le continent avec l'afrobeat, le hip-hop ou encore le coup de gros, P-Square, Kofi. Les tubes s'enchaînent et résonnent dans toutes les discothèques. Mais au royaume des chorégraphies les plus rythmées, une autre danse, le ballet classique, gagne petit à petit du terrain à Lagos. Salima Belhadj. Plié, tendu. Bienvenue au cours de danse classique de Lagos. Nous sommes au sein de l'école de danse SPAN, fondée par Sarah Boulos, une libano-nigériane. En 12 ans d'existence, des centaines de danseurs sont venus apprendre les rudiments du ballet, un art longtemps considéré comme trop occidental. On en voyait à la télévision, mais on pensait que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas nous enseigner, car c'était genre une danse de blanc, que c'était quelque chose de leur culture et que nous avions notre propre culture, notre propre type de danse. J'ai appris que la danse classique n'est pas une question de culture. La danse, c'est un langage et on peut le parler à tout le monde. Quand tu apprends la danse classique, tu découvres aussi ton corps. Sarah Boulos a créé son école à Lagos après avoir compris l'importance de la danse pour les Nigérians. Mais le classique était un pari risqué. Il a même été difficile pour elle de trouver les fonds pour ouvrir son école. Mais elle fait désormais partie intégrante du paysage culturel de la ville. Quand il s'agit de la danse et encore plus quand il s'agit de la musique avec la danse, les gens aiment ça. Les Nigérians sont très ouverts d'esprit et ils aiment le fait que le SPAN fasse partie de Lagos. SPAN fait partie du Nigeria. Et au sein de l'école, la danse classique s'invite même dans les chorégraphies hip-hop.
Pour ces danseurs, le ballet leur apporte davantage de créativité. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue tout de suite sur France 24.